Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, 4,5 milliards de francs CFA pour le financement de 32 projets, des projets innovants. La journée de l'innovation agricole durable s'est tenue aujourd'hui. Les initiateurs ont présenté le fonds compétitif mis en place il y a 2 ans. La Côte d'Ivoire se prépare à soutenir la MINUSMA. 750 soldats ivoiriens vont rejoindre les casques bleus de la mission onusienne au Mali. Ils ont été formés sur le maintien de la paix. Et puis au Mali, justement, de nouvelles règles pour les habitants de Kidal au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a édicté ce nouveau règlement fin janvier. Vente de consommation d'alcool interdite, tuteur local obligatoire pour les étrangers, rôle du juge islamique renforcé. La CEMA veut se substituer à l'État au nord du pays. La journée de l'innovation agricole durable s'est tenue aujourd'hui. Les initiateurs ont présenté le fonds compétitif mis en place depuis 2017. Il a permis de financer 32 projets dans le domaine avec 4,5 milliards de francs CFA. Jean-Luc Gbangbo. Toute une journée pour mettre en lumière les solutions et innovations qui contribueront à l'avènement d'une agriculture rentable et durable. La première édition de Ginov est surtout une tribune pour les porteurs de projets pour présenter leurs innovations en lien avec les activités agricoles ou agro-industrielles. Nous voulons transformer l'aubergine et la rendre disponible à toutes les périodes de l'année, quelles que soient les saisons, même en sécheresse, à moins de coûts. Nous voulons également lutter contre les pertes et les pourritures des produits. C'est le Cubeco Compost qui est une solution d'1 mètre cube qui permet à n'importe quelle coopérative de produire du compost sur place en 10 jours. Et après le compost, si on l'utilise, si on le vend, ça dépend du modèle économique parce que la clé quand même c'est la rentabilité. Ce sont 32 projets d'un coût total de 4,5 milliards de francs CFA qui ont été financés, dont 2,9 milliards de francs CFA par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. Un fonds initié par l'Agence française de développement, AFD, dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D. À travers ce fonds, l'AFD réaffirme sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans un développement agricole durable et plus respectueux de ses ressources naturelles, en complément des actions déjà financées sur les premiers et deuxièmes C2D en matière d'éducation, de santé, d'emploi ou d'infrastructure. Piloté par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, le FCIAD a pour objectif de stimuler l'utilisation des innovations en vue d'améliorer les productions agricoles, animales, halieutiques et forestières. Quand on a fini de sélectionner les projets les plus pertinents, il faut les vulgariser. La journée qu'on organise ici a pour vocation justement de dire aux uns aux autres, venez, il y a des nouvelles techniques. Donc déjà, il faut que l'information soit disponible. Les projets d'innovation sont mis en œuvre par 17 structures nationales et internationales. Ces projets concernent 17 filières agricoles et bénéficient directement à plus de 13 000 personnes réparties dans 28 régions de la Côte d'Ivoire. La prospective dans la planification des projets publics. La Côte d'Ivoire relance les réflexions. Une vingtaine de cadres sont en formation. Ils vont maîtriser les outils techniques de la prospective. L'objectif étant de s'approprier les mécanismes destinés à dessiner le futur de la Côte d'Ivoire, nous dit Lansine Bakayoko. C'est au début des indépendances que la Côte d'Ivoire s'est établie une tradition de planification stratégique, d'abord avec les perspectives décennales, puis avec les plans quinquennaux. Ce sont ces outils qui ont permis à la Côte d'Ivoire de devenir la locomotive ouest-africaine. Des outils abandonnés auxquels le président Alassane Ouattara tente de donner vie à travers les plans nationaux de développement. Malgré la longue expérience de réflexion prospective développée par les différentes équipes dirigeantes de la Côte d'Ivoire et le bel arrimage à la planification stratégique, la prospective reste encore un domaine peu connu, non seulement du grand public, mais également des cadres de l'administration. Par cette formation qui se tient à Djopé, la Côte d'Ivoire envisage donc de développer les compétences de ses cadres en vue d'une meilleure mise en œuvre de la chaîne, prospective planification, programmation budgétisation, suivi et évaluation des projets gouvernementaux. Il s'agit pour ces cadres de maîtriser les démarches et les méthodes de la prospective stratégique, en confronter les techniques par la pratique pour une action publique beaucoup plus efficace.
Il s'agit avant tout de mettre ces cadres dans les étoffes de l'Ivoirien nouveau. Ce nouvel homme bien formé aux normes internationales, doté par conséquence d'une expertise dans divers domaines et dont les mentalités, attitudes et comportements sont favorables à la transformation de la Côte d'Ivoire en une puissance industrielle à l'horizon 2040. En replaçant la planification stratégique au cœur de son développement, la Côte d'Ivoire se met à l'abri des politiques d'urgence inefficaces et sans lendemain. Eux aussi renforcent leurs capacités. 16 pays africains se forment sur les nouveaux défis du commerce mondial. Les fonctionnaires gouvernementaux de ces États sont à Abidjan pour 2 mois. Ils vont s'approprier les mécanismes d'élaboration de politiques commerciales selon les normes internationales. La formation a démarré aujourd'hui. Le reportage de Francis Boifo. Bien qu'elle dispose d'importantes matières premières, l'Afrique reste marginale dans les échanges internationaux avec une contribution de moins de 3%. Le cours régional de politique commerciale initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à l'attention des pays africains anglophones et francophones, devrait augmenter le taux des échanges. 16 pays d'Afrique francophone participent pour la 3e fois à une formation sur les nouveaux défis du commerce international à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan. On abordera des questions liées au commerce des marchandises avec une attention particulière au commerce des produits agricoles, le commerce des services effectivement et donc aussi l'actualité des négociations en ce qui concerne toutes les discussions actuelles concernant la facilitation des investissements. Nos économies qui sont appelées à produire, la Côte d'Ivoire veut s'industrialiser par la transformation de ses produits agricoles. Et qu'est-ce qu'on va en faire une fois que c'est transformé? Il faut bien les commercialiser. Il faut qu'on ait des agents qui soient compétents, bien formés. Les 25 représentants des pays africains francophones plancheront également sur l'élaboration de politiques en vue de favoriser le développement du commerce intra-africain avec 17% du taux des échanges. Pourtant, il y a du potentiel et le continent devrait l'exploiter. 1,2 milliard de consommateurs actuellement, 1750 milliards en 2030 selon des statistiques. Vers une reprise des cours 3 semaines après la grève des enseignants, les discussions ont repris ce lundi entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale. Un chronogramme établi, il va permettre de discuter des sujets tels que la suppression des cours de mercredi et les indemnités de logement. Les explications de Grace Kando. Ministère de l'Éducation nationale et syndicats planchent sur la crise qui secoue l'école ivoirienne. Pour trouver des solutions durables, un chronogramme d'échange a été établi. Il porte sur les points de revendication et préoccupations des syndicats grévistes. La suppression des cours de mercredi, la finalisation des profils de carrière, la question du concours exceptionnel de promotion dans les emplois des instituteurs et la question relativement à des instituteurs adjoints, de promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires. Et en dernière question, la question de l'amélioration de l'indemnité contributive au logement. Nous voulons avoir des discussions productives, des discussions qui nous permettent de régler définitivement nos questions, parce que nous sommes des enseignants et notre souci, c'est de faire en sorte que le système éducatif ait de bons résultats. Concernant le processus de discussion, une stratégie a été élaborée par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de dégager les objectifs et les niveaux d'attente des acteurs au cours de cette discussion, s'accorder sur une méthode d'approche efficace de chaque point de revendication, proposer les modalités de prise des notes et de l'application du principe de validation des comptes rendus d'étape. Nous devons privilégier le dialogue social dans la recherche des solutions aux défis et aux crises qui surviennent. Madame le ministre vous exhorte à observer les principes de base dans la conduite du dialogue social tout en demandant aux syndicalistes de s'investir totalement dans les discussions. Ce plan de travail entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats obéit à plusieurs principes directeurs, entre autres rechercher le consensus entre partenaires.
Dans l'enseignement supérieur, les recteurs des universités francophones et de l'océan Indien veulent augmenter le nombre de filles dans les filières et la gouvernance universitaire. Ils sont en conclave à Yamoussoukro. Le ministre de l'enseignement supérieur invite les participants à faire des propositions aux différents pays. Soro Korodan. Les questions de l'équité et du genre sont encore à la traîne dans les universités et grandes écoles francophones africaines. Toujours selon l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, seulement 25% des filles sont présentes dans les filières académiques et 10% des femmes dans la gouvernance universitaire. L'agence a mis en place une politique en son sein. Et cette politique va permettre de demander aux institutions membres de parler égalité femmes-hommes. Parler égalité femmes-hommes, ce n'est pas mettre une femme pour dire le genre est respecté. C'est dire qu'il faut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. À Yamoussoukro, la conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien est en conclave sur la promotion du genre. Une rencontre pour définir des stratégies idoines pour l'augmentation de la proportion des filles dans les filières académiques et des femmes dans la gouvernance universitaire. La présence des femmes est le maillon faible au niveau de l'enseignement supérieur. Et nous avons voulu donc réfléchir quant à l'institutionnalisation de cette approche genre qui est prônée depuis des années par les grandes organisations et que les gouvernants veulent se l'approprier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté les participants à faire des propositions aux gouvernants francophones pour un enseignement universitaire de qualité. Nous attendons que des échanges d'expériences puissent émerger, des propositions sur lesquelles le gouvernement pourra s'appuyer pour entreprendre des réformes importantes et soutenir tout ce qui est en cours. Nous savons également que c'est beaucoup d'idées nouvelles qui vont émerger ici. La conférence des recteurs des universités francophones et de l'océan Indien travaille pour l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur, de la mise en place du système LMD et de l'harmonisation des curricula. Le 8 mars de chaque année est la journée internationale des droits de la femme. L'édition 2019 sera célébrée officiellement dans la ville de Bouaké, au centre du pays. Le thème national retenu, le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. Au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture aujourd'hui, Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, a décliné les axes majeurs de cette édition. Panel, atelier avec les femmes du vivrier et un espace d'exposition et d'appui conseil sont entre autres les activités qui vont meubler ce jour. La présidente de cette journée des femmes 2019 est Henriette Dagri-Diabati, grande chancelière de l'ordre national. Elle a profité pour appeler les acteurs politiques à préserver un climat de paix en Côte d'Ivoire. Dans ce débat politique, justement, la société civile fait des propositions pour la réforme de la commission électorale indépendante. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale était en réflexion. Cette organisation veut une élection présidentielle apaisée en 2020. Les précisions de Moussa Konaté. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale propose une commission électorale indépendante composée essentiellement des membres de la société civile. C'est le résultat des réflexions menées au cours d'une rencontre. Cette plateforme qui regroupe 6 organisations de la société civile demande également une réforme du Conseil constitutionnel. Selon le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, ces réformes pourront permettre une transparence pour les futures échéances électorales. Nous souhaitons, dans nos propositions, que cette commission soit dirigée par des personnalités issues de la société civile, c'est-à-dire des personnes qui, a priori, ne sont suspectées d'aucune appartenance ou d'aucune obédience, qu'elle soit politique ou même gouvernementale, dans le cadre du respect du principe de l'égalité de tous devant la loi. Un conseil constitutionnel composé de 7 membres, dont un qui est proposé par le président de la République, un qui est élu ou désigné par le bureau de l'Assemblée nationale et les 5 autres membres qui seraient issus d'un corps de métiers particuliers, notamment le corps de la magistrature, le corps de l'avocature, le corps des défenseurs des droits de l'homme, devraient être élus par leur pairs. Le 21 janvier dernier, le gouvernement a rencontré les différents acteurs des partis politiques. Les consultations se sont poursuivies avec la société civile le 24 janvier. Des initiatives louables pour un consensus national sur la commission électorale indépendante
un gage de décrispation du climat politique pour le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et la promotion de la bonne gouvernance et la démocratie. Les acteurs politiques, eux, sont sur le terrain. Le RHDP continue la mobilisation. Le président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, a entrepris une tournée. Elle vise à galvaniser les mouvements et associations pour une adhésion à ce parti. Abou Sanogo. Ndoussi, Gagnoa, Soubré, Meagui, Boiflé, Daloa, Toumodi et Bouaké. Quelques-unes des 10 grandes villes et localités visitées en un week-end par le président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, président de l'Union des mouvements du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Charles Niaouré. Une tournée nationale pour sonner la mobilisation autour du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et du président de la République Alassane Ouattara. Charles Niaouré a également insisté sur l'encadrement des nouveaux majeurs. Il s'agit pour nous d'aller dans toutes les contrées, dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire pour présenter les acquis de la politique du président Alassane Ouattara et surtout d'inviter les jeunes, les associations, les mouvements, les populations à redoubler d'union et de cohésion autour du président Alassane Ouattara et du RHDP. Depuis qu'Alassane Ouattara est à la tête de notre nation, le développement est une réalité parce que les actions sont concrètes. À l'issue des échanges, les différents responsables locaux se sont engagés à occuper le terrain. Il faut que nous facilitons la tâche au président de la République pour qu'on ait une jeunesse civilisée, une jeunesse qui a pris le civisme comme son cheval de bataille si nous voulons le développement. Le RHDP vivra avec l'appui du président Alassane Ouattara qui est son président. Et nous allons même aller au-delà de là pour galvaniser la jeunesse aujourd'hui d'ici qui prônera la paix. Nous allons nous débattre pour que le RHDP vive dans le département d'Issia et dans la région d'Issia. Le leader de la Force 2015, Charles Niaouré, entend visiter toutes les localités du pays, ce à travers une opération baptisée 2020 C'est bouclé. On reste toujours sur le terrain politique, les populations sensibilisées sur les valeurs de rassemblement et d'unité prônées par le RHDP. Louis Abonois, cadre de ce parti, était ce week-end dans la région du Lodibois. Les populations de Takidou ont rendu hommage au président de la République. Elles ont émis une doléance, l'eau potable, dans leur localité. On en parle avec Konaté Moussa. La caravane pour la paix et la cohésion sociale vise à sensibiliser les populations sur les idéaux d'unité et de rassemblement prôné par le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La localité de Takidou, dans la sous-préfecture de Yokoboué, région du Lodibois, accueille Louis Abonois, cadre du RHDP et sa délégation pour la deuxième sortie de cette caravane. Une occasion pour les populations de rendre hommage au président de la République. Allez dire au président Alassane qu'ici à Takidou, il y a des hommes et des femmes acquis à sa cause. Et que Dieu fasse qu'il mène notre Côte d'Ivoire à l'émergence. Des mots de soutien, mais également des doléances, notamment la question de l'accès à l'eau potable. Louis Abonois, également président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable ONEP, annonce des actions. Nous sommes à la tâche pour que la caravane de l'eau potable initié par le ministre Laurent Gbagba, qui depuis un certain temps est en train de parcourir le pays, et bien que cette caravane de l'eau potable s'arrête ici. Et ayez foi dans l'action du président Ouattara, ayez foi dans l'action de son premier ministre ici à Takidou, vous allez voir l'émergence couler dans le robinet ici. Vous allez voir l'eau potable ici. La caravane pour la paix et la cohésion sociale a démarré le 3 février dernier à Korogo. Elle va sillonner toutes les régions du pays pour parler de développement et de paix. La municipalité de Yopougon adopte un programme triennal 2019-2021. Il va permettre de développer les infrastructures de la commune. Il est évalué à 6 milliards de francs CFA. Par ailleurs, un arrêté signé réprimant les manquements en matière d'hygiène et d'assainissement. Des détails avec Didier Nguessa.
La mairie de Yopougon va mobiliser plus de 6 milliards de francs CFA pour développer les infrastructures socio-économiques dans la commune sur la période 2019-2021. Le conseil municipal a adopté à l'unanimité le programme triennal établi à cet effet. Voirie, santé, éducation, équipement de proximité, au total 25 actions de développement ont été définies. De manière pratique, des travaux de libération des accotements des voiries seront effectués. De même, plus de 100 salles de classe seront réhabilitées et 3 nouveaux marchés verront le jour dans les quartiers de Sikoji, Camp Militaire et Nouveau Quartier. L'assainissement du cadre de vie général de la commune a fait l'objet d'un arrêté municipal. Notre vision est de faire de Yopougon une commune moderne, dynamique, qui offre aux jeunes et aux femmes des opportunités économiques et l'espoir d'une vie épanouie. Nous avons la conviction que la réalisation effective des chantiers définis dans ce programme triennal permettra d'améliorer le cadre de vie des populations. Tout acte d'insalubrité sera puni d'une contravention allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. Ce sont entre autres la vidange manuelle des fosses septiques, le déversement des eaux usées sur la voie publique, l'urine et la défécation à l'air libre. Les populations sont appelées à faire preuve de civisme. L'arrêté est bienvenu parce que sincèrement, nous avons des espaces publics. Et quand vous allez pour des manifestations, vous ne pouvez pas respirer. Il n'y a pas de latrine. Donc les gens, pendant les manifestations, ont déféqué partout. Les pollueurs sont cachés et c'est nous qui régageons. Il ne faut pas y voir attendre normalement que tout se dégrade avant de venir corriger. L'arrêté municipal prend effet ce 18 février. Toutefois, une campagne de sensibilisation sera menée auprès des populations de Yopougon. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va bénéficier dans les prochains jours d'un appui technique et financier. Il vient du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, un partenariat signé. Ce projet va également améliorer les conditions de vie des familles et enfants vulnérables de Côte d'Ivoire. Moustapha Diaby, Issa Tionaïo. Signature de partenariat entre le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, RCDAO. Ce partenariat vise à accompagner des groupes vulnérables à s'insérer dans le tissu social, notamment les enfants et les femmes. Grâce à ce partenariat, le RCDAO va conduire à mener des actions spécifiques aussi. Il s'agit de la resocialisation et la réinsertion des enfants vulnérables, des enfants en situation de rue surtout, de renforcer les capacités des pouponnières et des centres de transit en termes d'équipement, d'accompagner la création de centres de protection de la petite enfance et des centres d'action communautaire pour l'enfance, d'apporter une assistance aux familles d'accueil. Le RCDAO s'engage à accompagner le ministère dans toutes ses activités. Nous avons jugé utile de venir donner un coup de main au département ministériel de Madame la ministre pour l'y aider à atteindre ces objectifs demandés par le président Alassane Ouattara. Construction des salles de classe, de cantines scolaires, appui financier lors de la Journée mondiale de la femme rurale sont entre autres les actions menées par le RCDAO. Avec ce partenariat, l'organisation envisage d'en faire plus pour le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le Japon apporte son soutien à la police nationale, un don composé de véhicules, de matériel pour la sécurité routière et le maintien de l'ordre. La valeur du geste s'élève à 200 millions de francs CFA. Cette assistance vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents de la police nationale. Des détails avec Soro Corona. 2 véhicules de type 4x4, 2 camions de transport de troupes, du matériel de maintien d'ordre et de sécurité routière, dont du Japon par le biais de la JICA, agence japonaise de coopération internationale à la police nationale. D'une valeur de 200 millions de francs CFA, cet équipement va servir à la formation continue des agents de la police nationale. La JICA s'engage à appuyer au renforcement des capacités de la police nationale afin d'assurer les services basiques de la sécurité et de rétablir la confiance de la population à l'égard des autorités sécuritaires. Sans paix et stabilité, aucune prospérité économique n'est possible.
Le Japon a lui-même défini le maintien d'une société sécurisée et stable comme l'un des principaux domaines prioritaires de sa politique d'assistance en faveur de la Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la police nationale a salué ce soutien. La remise permettra de renforcer les capacités des unités de maintien de l'ordre et de poursuivre la redynamisation. Je puis vous rassurer que la police nationale en fera bon usage. Le projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale du Côte d'Ivoire est dans sa deuxième phase. Ce sont près de 4 milliards de francs CFA investis par la JICA depuis 2014 dans le cadre de ce projet. 750 soldats ivoiriens du bataillon de casque bleu en opération extérieure renforcent leurs capacités et seront déployés à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Ces hommes sont instruits sur le maintien de la paix. Abou Sanogo. C'est le premier bataillon pilote projetable constitué au standard de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ces 750 soldats issus de toutes les unités de l'armée ivoirienne vont constituer le bataillon de casque bleu ivoirien en opération extérieure. Avant leur déploiement, ils bénéficient d'une formation sur les savoir-faire type crise ONU. Au centre de la formation de 7 jours, des modules qui portent essentiellement sur la connaissance et le respect des normes de l'ONU par les troupes déployées en opération de soutien à la paix. Une formation donc en vue d'un prochain déploiement à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, initiée par la Fondation Konrad Adenauer pour les instruire sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il y a certains cours obligatoires pour les soldats de se qualifier pour participer comme soldats des Nations Unies et nous sommes très contents d'avoir la possibilité d'assister les efforts des forces armées de la Côte d'Ivoire pour préparer ces soldats pour les missions internationales. Autre module à cette formation, l'anglais. Important pour elles de prendre part à cette mission parce que là où il y a eu la guerre, les femmes ont été victimes. Et donc, par voie de conséquence, il est plus facile pour ces femmes-là de se confier à leurs sœurs femmes. Tout est mis en œuvre pour que toutes les conditions soient réunies pour finaliser les préparatifs de cette mission. Nous n'avons aucun doute que la formation de qualité dont le bataillon pilote bénéficiera pendant plus d'une semaine contribuera à renforcer effectivement ses capacités et à le préserver des comportements préjudiciables à l'honorabilité de notre pays. La formation portera sur les missions opérationnelles, les missions techniques et l'aspect académique. À l'issue, 650 éléments vont composer le premier bataillon pilote projetable. Pendant ce temps, au Mali, c'est la CEMA qui dicte les lois à Kidal, au nord du pays. La coordination des mouvements de l'Azawad a édicté un nouveau règlement fin janvier. De nouvelles règles pour les habitants, vente et consommation d'alcool interdite, tuteur local obligatoire pour les étrangers, rôle du juge islamique renforcé. C'est la CEMA qui administre la ville du nord du pays. Elle entend se substituer à l'État dans plusieurs domaines. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de religion. Le sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité de Niaprayou a 1 an. C'est par une messe d'action de grâce que l'événement a été célébré dans cette localité de Gagnoa, au centre-ouest du pays. L'amour du prochain et la solidarité prônée au cours de cette cérémonie. Walter Amadou Ouattara. La cour Saint-Pierre de Niaprayou dans la ferveur religieuse. L'inauguration du sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité mobilise croyants chrétiens catholiques et plusieurs autres membres de la communauté villageoise. La première messe anniversaire allie en parfaite symbiose célébration culturelle et parole de Dieu. Le vrai bonheur, c'est de rendre heureux les autres. Sinon, le vrai bonheur seul n'a pas de sens. Et si le Christ a accepté de mourir sur la croix, c'est pour nous. C'est pour que nous aussi, nous soyons capables de toucher du doigt le bonheur que Dieu a réservé à ses créatures à tous les hommes.
L'amour du prochain, le don de soi, la solidarité et l'humilité face à la fortune, des valeurs pour une bonne humanité prônées par le père célébrant Julien Goré. Pour Colette Pello-Lacbé, donatrice du sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité de Niaprayo, c'est une mission de Dieu qu'elle a réalisée. Nous les enfants de Dieu, nous tous, qu'ils soient musulmans, animistes, qui que ce soit, nous sommes des enfants d'une femme. Cette messe est pour qu'il y ait le verbe, le ton moins blessant. Village de l'ex-capitaine des éléphants footballeurs, Didier Drouba. Niaprayo est aujourd'hui visité pour son sanctuaire marial. C'est une grande bénédiction. Point de vue tourisme, les gens viennent, ils achètent des choses. Quand ils arrivent à Niaprayo, ils sont obligés d'aller à Guibérois. Et cela fait beaucoup de revenus pour la population. Et la paix et la réconciliation, nous prions le Seigneur pour cela. Inauguré le 11 février 2018, le sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité de Niaprayo n'a pas qu'un rôle spirituel. Il contribue au développement touristique et socio-économique de la sous-préfecture de Guibérois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Konéan. Bonsoir.